C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine sociopolitique À vous la parole qui vous propose la télévision, Bossolo Télévision. Excusez-moi pour la tautologie, mais ça vaut la peine. Nous avons aujourd'hui l'insigne honneur de parler de l'actualité, aussi de recevoir quelqu'un de percutant et puis de lourd qui viendra nous parler de l'actualité politique et comment eux conçoivent la marche politique en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, il n'y a pas longtemps, la République démocratique du Congo venait encore d'enregistrer une déclaration de taille émanant du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui, au regard de la crise qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, a qualifié, je cite, que la MONUSCO n'a pas de force, n'a pas de munitions capables de faire face aux rebelles de M23 ni l'armée régulière. C'est ce qui étonne tout le monde de savoir, après 20 ans en République démocratique du Congo, une mission qui est dite de stabilisation ou soit de maintien de paix n'arrive pas à dissuader les forces négatives qui écument la partie est de la République. Autant des sujets. Rentrée parlementaire de septembre, budgétaire au Parlement congolais, la marche politique, dossier Vidé Chimanga, l'affaire Kwamout, nous allons en parler. Mais tout cela, pour aborder avec beaucoup de célérité, c'est avec Blanchard Mongomba, qui n'est autre le secrétaire général du parti Nouvel Élan d'Adolphe Muzitu, qu'on appelle aussi Fumompa. Je ne sais pas pourquoi, mais il est là pour nous donner de plus amples explications. Bonjour, monsieur Blanchard, et bienvenue à ce magazine, à vous la parole. Je crois que c'est la première fois que vous participez. C'est la première fois, je vous en remercie et je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, surtout les militantes et militants de Nouvel Élan, puisque sûrement ils sont branchés, scotchés pour suivre à vous la parole. Mais je sais qu'il y a également les sympathisants, il y a des admirateurs qui aiment bien suivre surtout votre mission, mais surtout ils aimeraient aussi avoir notre lecture par rapport à l'actualité, par rapport au sujet que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Et j'espère bien que nous ferons un effort d'être à la hauteur de manière à satisfaire tous ceux qui attendent de nous de précision ou de notre lecture par rapport à toutes ces questions. Nous bénéficions de l'encadrement de Sango Mokondi, Israël Mutombo, qui est le patron de cet espace du groupe de presse Bossolo Télévision. Mais qu'à cela ne tienne, parlons de l'actualité. Vous êtes secrétaire général d'un grand parti politique, d'un homme aussi qui a une vision claire de la République démocratique du Congo par rapport à sa marche politique. Mais on va se focaliser sur la partie est de la République démocratique du Congo. L'actualité fait sensation. Après avoir enregistré les propos de Bintou Keïta, qui avait estimé en son temps que la MONUSCO avait une autre mission que de faire face aux rebelles M23. Aujourd'hui, une intervention de taille du secrétaire général des Nations Unies. Le président de la République, Félix Tshisekedi, prendra parole, ou soit il prend parole à la tribune de la 77e session des Nations Unies. Que peut être la réaction de Kinshasa face à ces déclarations? Eh bien, moi je crois que au-delà de pleurs, au-delà de tout ce qu'on a entendu, parce que c'est vrai que la déclaration ou la prise de parole du secrétaire général des Nations Unies n'a pas laissé indifférent l'opinion congolaise. Tout le monde a décrié, tout le monde a fustigé ces comportements ou cette attitude qui semble être irresponsable, parce que la MONUSCO, c'est quand même une mission qui relève de Nations Unies, mais lorsque on se déclare incapable de pouvoir mater une force négative, eh bien, ça ne peut que amener à de supputations, réflexions, analyses, doutes et consorts. Mais au-delà de tout ça, nous, Nouvel Élan, nous disons que c'est une belle occasion pour permettre justement à la République démocratique du Congo, surtout ceux qui gouvernent aujourd'hui, quoique par défi, quoique contre la volonté de notre peuple, mais du moins, ils ont la charge de conduire l'État. Et par rapport à ça, nous pensons qu'il est grand temps que nous puissions nous regarder en face. Est-ce que la MONUSCO avait pour mission ou a pour mission de prendre la place des FARDC, ou la MONUSCO n'avait pour mission que de nous accompagner, mais le vrai
rôle ou la grande responsabilité relève justement de l'État congolais dans sa partie défense, c'est-à-dire nos FARDC doivent être bien équipés, nos FARDC doivent être bien, en tout cas payés, bien rémunérés, bien traités, de manière à jouer leur rôle constitutionnel. Parce que nulle part dans la Constitution de la République démocratique du Congo, il est dit ou il est prévu que la MONUSCO joue le rôle de stabiliser, de pacifier ou de garantir la sécurité de nos frontières. Cette mission est reconnue, par contre, à nos FARDC. Mais aujourd'hui, si nous nous regardons en face, est-ce que nous sommes capables de dire aujourd'hui que les FARDC sont capables de pouvoir jouer ce rôle-là de manière responsable pour permettre à la République démocratique du Congo de s'assurer ou d'assurer ses frontières? Est-ce que nous pouvons dire que nos FARDC peuvent aujourd'hui jouer ces rôles-là en sécurisant nos compatriotes dans la partie Est? Je crois que c'est ça, justement, au lieu de nous mettre à se plaindre, à pleurer, nous devons par contre nous sentir interpellés. Nous devons nous sentir dans l'obligation de prendre nos responsabilités. Nous devons nous sentir dans la responsabilité de mettre nos FARDC dans les conditions de manière à assumer leur rôle constitutionnel. Donc ici, moi je me dis que, étant donné que le Congo est un État souverain, nous ne pouvons pas nous plaindre des déclarations de Bintou Keïta, du secrétaire général des Nations Unies. Nous devons par contre nous sentir interpellés. Nous devons regarder en nous-mêmes pour voir que jusque-là, nous n'arrivons pas à mettre nos FARDC dans les conditions. Et par rapport à ça, ce n'est que normal que les autres par moment nous abandonnent. Nous ne devons pas pleurer. Nous sommes un État entre autres pour vocation de jouer son rôle, pleinement son rôle. Et parmi les attributs de souveraineté d'un État, c'est notamment la défense. Si nous ne jouons pas exactement, si nous ne jouons pas ce rôle, qui va assurer l'intégrité territoriale de notre pays? Est-ce que Guterres a eu tort, soit il a menti, soit il existerait certaines coulisses dans ce qu'il a dit? Est-ce qu'il y a un complot qui s'est mijote contre la RDC? L'hypothèse de complot, nous ne pouvons pas l'écarter. Parce que moi, en tant que nouvel élan, je suis conscient que la République démocratique du Congo, parce qu'il faut que les gens mettent de côté l'idée selon que nous devons être dorlotés, on doit nous prendre comme de petits bébés. Non, nous sommes un État. Nous avons plus de 60 ans d'existence. Et partant de cette réalité... Et qu'est-ce qu'on a fait de ces 60 ans? Il faudra... Bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a fait de ces 60 ans ne sont pas inaugurés par Félix Tshisekedi. Non. Ici, moi, je parle comme un leader, comme un acteur politique. Un acteur politique... Il faut être réaliste aussi. Hein. Exactement. Ici, je suis réaliste. C'est comme ça que je parle de l'État. Je ne parle pas du régime Tshilombo. Je parle de l'État parce qu'en tant qu'État, nous devons comprendre que nous avons plus de 60 ans et partant de cet âge, l'âge que nous avons aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous plaindre des déclarations des autres. Nous devons nous mettre dans les conditions pour ne pas subir les déclarations des autres. Si Guterres a dit cela, si nous étions responsables, si nous avions nous nous sentons capables de faire face à cette situation, au lieu de se plaindre, on allait dire, ben, écoutez, la MONUSCO peut partir maintenant et ici et maintenant. Comme ça, nos FARDC vont assumer leurs responsabilités de manière pleine. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables de dire cela en se regardant en face? Je crois que c'est une interpellation. Le complot, comme je l'ai dit, personnellement, je n'écarte pas cette hypothèse parce que le Congo est entouré par 9 voisins. Et les richesses que regorge la République démocratique du Congo, ce n'est que normal que nous puissions faire l'objet du complot au niveau international, nous puissions faire l'objet du convoitise, qu'on soit menacé par les autres. Ce n'est que normal. Et surtout, si nous voulons être un grand, si nous voulons vraiment faire face au niveau tant régional, tant africain et même au niveau mondial, nous devons nous mesurer par nous-mêmes. Nous ne devons pas attendre à ce que les autres nous disent que, voilà, ils ne sont pas capables de nous accompagner pour pleurer. Nous devons par contre dire que maintenant, nous nous sentons capables de faire partir la MONUSCO. Parce qu'aujourd'hui, pendant que la population dans la partie Est réclamait à ce que la MONUSCO parte,
les gens ne comprenaient pas l'attitude dubitative du gouvernement, mais nous, au niveau du Nouvel Élan, on se disait que cette attitude justifie le fait que le gouvernement n'est pas prêt, n'est pas capable de mettre nos FRDC dans les conditions. Parce qu'Adolphe Mozito a dit que aujourd'hui, avec les budgets, avec les recettes que l'État congolais réalise, il est possible que nous puissions, en tant qu'État, mettre à la disposition de nos FRDC une enveloppe de 1 milliard de dollars. Et si nous disponibilisons l'enveloppe de 1 milliard de dollars, il est possible que nous puissions assurer, que nous puissions mettre nos FRDC dans les conditions pour garantir justement la quiétude dans cette partie Est, leur permettre justement d'assumer pleinement leur rôle. Mais on sent que nos amis qui gèrent aujourd'hui hésitaient, ne sont pas vraiment très prêts pour aller justement à l'offensif. C'est justement parce que vous avez la parole. Ils ne permettent pas, ils ne sont pas prêts. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Vous avez parlé d'1 milliard de dollars qu'on mettrait à la disposition des forces de défense et de sécurité pourvu que les choses se passent comme il se doit. Mais en fait, je ne sais pas si vous avez toujours, selon votre ancien allié, Martin Fayoulou, je ne sais pas si vous êtes encore ensemble, il avait proposé un plan de crise. Pourquoi n'avez-vous pas concilié les vues pour que ce plan de sortie des crises soit mis en application, soit appuyé, c'est là? Non, mais parce que le problème, la question sécuritaire a été figurée aussi dans ces plans de sortie des crises. Non, ben ici, moi je parle comme Nouvel Élan. Adolphe Mozito et Martin Fayoulou. C'est votre ancien allié, Fayoulou? Non, c'est pas un ancien allié. Martin Fayoulou. Vous êtes toujours ensemble? Effectivement, Martin Fayoulou. Mais les violences semblent ne pas s'accorder. Nous sommes en politique, ce n'est que normal, parce que là, par exemple... Mais ça vous fragilise ou ça vous affermit? Fragilisé par rapport à quoi? Parce que là, nous sommes dans la résistance. La résistance, nous la menons ensemble. Mais qui résiste contre qui? Ben, c'est Nouvel Élan. Qui résiste contre Sidé. Qui résiste contre le pouvoir actuel qui n'assure pas, qui en tout cas nous montre de défaillance, de faiblesse dans tous les domaines, qui n'arrive pas à mettre le peuple en sécurité. Mais est-ce que vous parlez le même langage avec Fayoulou? Surtout du point de vue sécuritaire. Si vous estimez que vous êtes ensemble, est-ce qu'il n'y a pas lieu de se remettre encore pour parler, soit amener des propositions qui accrochent et des propositions qui peuvent apporter des fruits? Il va arriver un moment où Nouvel Élan et les CID, certainement, avec d'autres partis politiques, vont certainement se retrouver pour discuter programme, pour que nous puissions voir ce que les CID proposent en termes sécuritaires, c'est que nous, Nouvel Élan, nous proposons. D'ailleurs, nous disons déjà ce que nous pensons. C'est vrai que nous allons encore enrichir au niveau, lorsque nous allons présenter officiellement notre offre politique, mais au stade actuel, je pense que Nouvel Élan a la liberté, a le droit de dire librement ce qu'il pense. Et ce que nous sommes en train de dire, ça nous engage en tant que parti politique. Les CID et Martin Fayoulou, nous sommes ensemble dans le cadre de la résistance. La Mouka, en tant que plateforme politique de résistance, nous résistons parce que nous considérons que ceux qui sont là, ceux qui sont aujourd'hui à la tête du pays, sont là contre la volonté de notre peuple et n'agissent pas selon que le peuple attendait ou attend de résultats escomptés, ce qui fait que nous résistons. Mais en tout cas, la veille des élections, sûrement, il y aura de jeux d'alliance et c'est ce que vous vous attendez. Nous allons essayer de voir comment général, vous parlez, nous attendons, ça viendra, ça pourra venir. Ça, nous sommes dans des projets politiques qui peuvent, comme ne pas arriver. Alors, qu'est reste de la Mouka aujourd'hui? S'il faudrait que je vous arrache quelques mots par rapport à ça. On a vu Moïse Katumbi parler à peine, qui n'est plus avec vous. On voit Matungu, d'ailleurs, il a quitté très tôt. Jean-Pierre Bemba, n'en parlons pas. Donc, aujourd'hui, Mozito semble être un pas dedans, un pas dehors. Fayoulou semble s'accrocher, mais lui aussi parle plus de l'ECD que de la Mouka. Ben, écoutez, on ne sait pas, qu'est resté-tu de la Mouka aujourd'hui? Non, mais le vrai problème, c'est qu'il faut expliquer en tout cas les étapes au niveau de la Mouka. Donc vous n'avez pas pu résister, si on comprend bien. Non, je crois que l'idéal d'avant ne se reflète plus au combat actuel. Pas du tout. La Mouka
est né parce qu'il y a eu une mutation. Et il faut bien expliquer la mutation au sein de la Mouka pour comprendre justement le rôle de la Mouka actuelle et la Mouka d'hier. Nous ne sommes pas là, il faut me donner des réponses précises. Je vous donne une réponse précise. C'est qu'en 2018, lorsque la Mouka est née, la Mouka était née comme plateforme électorale. Ce qui fait que les leaders avaient présenté Martin Fayulu comme candidat à président de la République. Il a gagné les élections malgré tout ce qui s'est passé. Il s'est fait que on n'a pas eu ce que notre peuple voulait. Nous nous sommes retrouvés au mois d'avril à Bruxelles 2019 pour faire le tas des liés et les leaders ont constaté que effectivement la victoire du peuple a été détournée. Ce qui fait que ensemble ils avaient levé l'option de faire la résistance. C'est ça la mutation de la Mouka plateforme électorale en la Mouka plateforme de résistance. Au stade actuel, la Mouka est une plateforme de résistance. Voilà pourquoi au-delà de cette résistance, chaque parti politique se prépare en mettant en place les mécanismes pour présenter son offre politique. Parce que ça ne sert à rien de résister aujourd'hui pour démontrer que les autres sont des dictateurs. Ils ont détourné la volonté du peuple, alors que vous-même, vous êtes dictateur. Il faut démontrer aujourd'hui que nous sommes des démocrates et que demain, si le peuple nous faisait confiance, nous n'allons pas abuser de cette confiance. Vous étiez dans la logique, étiez dans la logique de la vérité des urnes que poursuivait Martin Fayulu à l'époque. Bien évidemment, la vérité des urnes, jusqu'aujourd'hui, nous nous battons pour la vérité des urnes. Parce que la vérité malgré que vous préparez les élections. Oui, en fait, la vérité des urnes, c'est un combat que je dirais qui doit être continu, un combat qui ne peut pas s'arrêter. Parce que si, en 2018, les élections n'ont pas été bien organisées, encore que la volonté du peuple a été détournée par ceux qui ont organisé ces élections-là, notamment messieurs Corneille Nangaa, appuyés par messieurs Kabila, c'est justement parce qu'ils n'ont pas mis en avant la vérité des urnes. Ils ont, en tout cas, torpillé, ils ont marché sur la vérité des urnes. Et nous, en 2018, lorsque nous nous sommes lancés, en tout cas dans la résistance, c'était justement pour imposer les combats de la vérité des urnes. Le combat de la vérité des urnes va continuer jusqu'en 2023 parce que nous devons nous battre de manière à faire respecter la volonté du peuple. C'est ça l'essence du combat de la vérité des urnes. C'est pas un combat pour le passé, mais c'est un combat pour le futur parce que nous devons veiller à ce que les résultats des élections de 2023 ne soient plus objet à débat, que les gens disent non, c'est tel ou tel autre qui avait gagné, que la vérité soit clairement établie et que les gagnants puissent gouverner, puissent conduire la chose publique. Nous sommes en plein préparatif des élections de 2023. Vous savez que plus qu'une année nous sépare de la tenue de ces élections. Il faut se conformer à la loi fondamentale qui est la Constitution, qui donne 5 ans de premier mandat au président de la République en place et puis 5 autres mandats au cas où il parvenait à convaincre. Mais le nouvel élan, dans sa charge politique, comment il voit l'avenir d'ici 2023? Bien, d'abord, ici, je dénonce l'attitude politicien, je dirais politique de la CENI actuelle. Pour avoir fait quoi? Pour avoir fait quoi? Il a organisé des ateliers de cartographie. Je m'explique. Il vient d'acquérir... Déjà la cartographie, jusqu'à ce jour, la CENI n'arrive pas à publier le résultat de ses travaux. Donc, la CENI est un organe, est une institution d'appui à la démocratie, mais en tant que tel, est un organe technique, mi-technique et mi-politique. Mais moi, j'ai comme l'impression que la CENI actuelle est en train de jouer plus un jeu politique que le côté de jouer son rôle technique. Parce que regardez, la CENI doit nous présenter un calendrier électoral pour nous dire ce qu'ils pensent faire dès aujourd'hui jusqu'au jour du vote, au jour du scrutin. Mais on a vu la CENI s'est lancée dans les opérations, encore que le bureau de la CENI posait déjà problème parce que ce bureau a été... mais ça, c'est un débat révolu, hein. C'est un débat révolu. C'est un débat révolu. On voulait l'opposition être là. Il y a les membres de l'opposition qui sont au bureau de la CENI. On voit Didi Manara, on voit les Moindo, ils sont là. Non, mais déjà, moi, je vous dis que ceux-là même qui ont envoyé ces noms aujourd'hui, pour la plupart contestent
ses délégués au niveau de la CENI. Donc c'est pour nous dire qu'il n'y a pas eu un consensus autour de ces processus de désignation des animateurs. Deuxième chose, il n'y a pas eu consensus autour du vote de la loi électorale. Mais à ces jours, moi, je considère qu'au-delà de questions politiques, c'est-à-dire la mise en place du bureau de la CENI et le vote et promulgation de la loi électorale. Qui, jusqu'à ce jour, pose encore d'énormes problèmes. Le côté technique, c'est que la CENI... Mais vous, apparemment, vous ne voyez que des problèmes, hein? Vous n'avez pas apporté des solutions? Non, mais parce que le plus important... Tout ce qui est fait dans le régime actuel, ce sont des problèmes. Non, mais le vrai problème, c'est que en politique, nous devons travailler pour l'intérêt de notre peuple. Aujourd'hui, vous êtes avec moi, nous vivons au Congo, nous pouvons... en tout cas, faire la ronde de toutes les questions qui dérangent notre peuple, ou même de tout ce que ceux qui gouvernent aujourd'hui ont pu réaliser, essayer de comparer, de mettre dans la balance entre les difficultés de notre peuple et ce qu'ils sont en train de réaliser. Vous vous rendrez vite, rapidement compte que il n'y a pas débat, il n'y a pas match. Donc le peuple souffre énormément. Le peuple ne se retrouve pas. Et nous, en tant que résistants, nous devons non pas seulement résister sur le plan politique, mais nous devons également résister sur le plan social, voir ce qui ne marche pas. Et ici, nous étions en train de parler de la CENI. Moi, je vous dis que la CENI est incapable, à ces jours, de nous produire un calendrier électoral, puisque l'avantage du calendrier électoral, c'est que lorsque la CENI la publie, permet, c'est-à-dire que ça a un rôle contraignant, ça permet au peuple de surveiller, de contrôler le mouvement et action de la CENI. Regardez aujourd'hui, on aurait appris que les États-Unis auraient envoyé 13 millions de dollars pour l'accompagnement de la CENI, de manière à ce que le processus soit apaisé, libre et démocratique. Mais que la CENI nous dise si ces 13 millions de dollars ont été affectés, à quel niveau, à quelle hauteur, et ça servit à quoi. Tout ça, nous ne savons pas. Mais maintenant, vous aviez parlé tout à l'heure de l'acquisition de matériel de kits électoraux. C'est très bien. Mais c'est pour l'enrôlement. Ils le font sur base de quel chronogramme? La CENI ne peut pas opposer au peuple sa feuille de route, parce que j'ai comme l'impression que la CENI est en train de travailler sur base d'une feuille de route. La feuille de route est un document interne, est un document qui n'est pas opposable aux tierces. Nous voulons que la CENI nous oppose, nous présente le calendrier électoral. Ce n'est qu'en ces moments-là que nous allons bien s'assurer de la bonne foi et de la volonté de la CENI de nous donner les élections dans le délai, mais surtout de bonnes élections. Mais à ces jours, nous avons comme l'impression, moi personnellement, puisque ici c'est une question qui me touche personnellement, non pas comme forcément secrétaire général de Nouvelle, mais d'abord comme élite. J'ai comme l'impression que la CENI ne joue pas son rôle d'une institution d'appui à la démocratie. La CENI est en train de jouer un jeu qui risquerait de nous créer des problèmes. Parce que là, il n'y a pas de transparence. Nous ne savons pas. Elle a lancé l'opération de la cartographie jusqu'à ce jour. Elle est incapable de publier le résultat de cette cartographie. Elle a lancé le recrutement de personnel. Jusqu'à ce jour, le délai, si vous lisez le communiqué de la CENI, ce délai-là est dépassé. À ce jour, il a lancé l'opération d'enrôlement, c'est-à-dire la révision du fichier électoral. Nous ne savons pas à quand est-ce qu'il va commencer. J'aurais appris qu'elle est en train de recruter déjà les informaticiens et autres, tout ça. Donc, toutes ces questions doivent être chronométrées et budgétisées. Dans un calendrier précis. La CENI est en train de fonctionner comme si nous étions dans une jungle, comme si nous étions encore, je ne sais pas moi, à quelle époque. Nous exigeons à ce que la CENI nous présente un calendrier électoral. Parce que la CENI, vous risquerez de me poser la question de dire que, mais puisque vous contestez, puisque vous n'êtes pas pour ces bureaux, tout ça, ça c'est le côté politique. Mais la CENI a une administration. La CENI a un côté technique. C'est ces côtés techniques-là que nous voulons, que nous demandons, que nous exigeons à ce qu'ils nous présentent les calendriers électoraux avec des dates précises, de manière à nous permettre, nous, en tant que citoyens, de surveiller
ces actions et voir s'il y a la volonté de nous donner les élections dans le délai. Au cas contraire, eh ben, nous allons dire à notre peuple que la CENI est en train de jouer le jeu politique de manière à nous amener à un glissement. L'on dit boycott, nous sommes pour les élections en 2023. C'est l'éveil d'ailleurs exprimé par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous recevons sur ce plateau le secrétaire général des Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Muzito. Êtes-vous prêt pour les élections en 2023? Vous parlez d'un calendrier réaliste. Vous voulez que tout soit bien chronométré, mais le réalisme politique impose aussi que vous soyez prêts. Et quand on voit Nouvel Élan à travers le pays, il faut avoir des témoins, il faut avoir des candidats. Il y a déjà la loi électorale qui venait d'être promulguée, malgré et par rapport à tout ce qu'il y a eu. Mais vous ne serez pas surpris de voir le calendrier publié et que les élections fixées en 2023. Est-ce qu'il y a un nouvel élan d'Adolphe Muzito, c'est sans prêt? Parce que vous n'êtes pas dans les institutions, vous clamez haut et fort être dans l'opposition. Mais quelle opposition faites-vous pour quelle élection en 2023? Je souris un peu parce que j'essaye de voir encore dans l'échiquier politique de notre pays quel est ce parti qui peut se mesurer aujourd'hui au Nouvel Élan. Jusque-là, je ne vois pas. Quoique le Nouvel Élan n'a que 4 ans d'existence, mais lorsque j'essaye d'évaluer... Vous ne voyez pas les partis qui se mesurent à vous? En tout cas, si je peux avoir le nom de ces partis politiques, je peux peut-être réfléchir 2 fois. Mais jusque-là, moi, je suis un habitué de l'intérieur, de l'arrière-pays. Je sillonne nos provinces, nos territoires, nos villes, nos chefferies, secteurs et autres. Donc, Nouvel Élan est le parti le mieux installé. Je vous assure ici que Nouvel Élan est représenté dans le 26 provinces. Nouvel Élan est dans le 145 territoires de la République démocratique du Congo. Nouvel Élan est dans 34, si je ne m'abuse, 34 villes de la République démocratique du Congo. Donc, Nouvel Élan, à ces jours, je peux me tromper, mais je vous rassure que nous sommes, si pas le premier, nous sommes parmi les 2 meilleurs partis politiques, le mieux. Meilleur en termes d'implantation, le mieux implanté. Mais où est-ce qu'on mettrait l'FDC? Est-ce que le secrétaire général Blanchard Mongomba est le secrétaire général de Nouvel Élan à Kinshasa, ou soit des 145 territoires où est implanté Nouvel Élan? Est-ce que vous faites la ronde? Dans quel état se trouve? Est-ce qu'il suffit de placer un drapeau et puis passer? Ou soit ce sont des partis assis qui aujourd'hui, on peut, s'il y a un enrôlement des électeurs, vous pouvez faire la ronde et puis faire passer le message de Nouvel Élan. Vous savez, dans des pays comme le Congo-Brazzaville, en Angola ou même ailleurs, si vous partez, vous allez trouver que les partis politiques ont de sièges propres, bien identifiés, et ça permet justement aux militants et militantes de travailler, ça motive. Mais voilà la question que je vous renvoie. C'est comme ça que Nouvel Élan, lorsque l'initiateur de notre parti politique, que les camarades Adolphe Muzito, avaient pris l'option de mettre en place un parti politique, la première question était celle de savoir si on allait être à même de travailler différemment des autres. Eh bien, la réponse était oui. Comment? On s'est dit, nous devons commencer par doter le parti politique de sièges propres. Okay. Il ne fallait pas recruter les militants, responsabiliser les gens dans différentes provinces, dans les territoires, et leur soumettre dans des conditions telles que demain, le bailleur peut venir vous chasser, le lendemain, on peut... Donc, tous ces problèmes. C'est comme ça que, lorsqu'on a créé, on a commencé par les cotisations, on a commencé par la vente des cartes et autres dons et legs. On s'est dit, cet argent n'aura pour objectif que de nous permettre de nous acquérir, de nous faire acquérir de nouveaux sièges un peu partout en République démocratique du Congo pour permettre à nos responsables au niveau de province de mieux travailler. Et c'est ce que nous avions fait. Aujourd'hui, le Nouvel Élan a plus de 60 sièges construits avec, en tout cas, l'apport de nos militantes et militants. C'est vrai, il y a l'apport de l'initiateur du parti, mais il faut ici encourager le peu qu'apportent nos militants avec l'achat des cartes, avec les cotisations mensuelles. Cela a permis à ce que nous puissions avoir aujourd'hui plus de 60 sièges propres disséminés sur toute l'étendue de la République. Et pour ça, nous nous en félicitons, mais surtout nous félicitons la pauvre militante, le pauvre militant qui apporte sa contribution de
$1 chaque mois de manière à nous permettre d'aller de l'avant. Et ça, c'est pas une manière de les rançonner. C'est pas une manière de les rançonner. Je sais pas, parce que Adolphe Mosito a assez d'argent. Je ne pense pas, parce que il a été Premier ministre et aussi il a géré les finances. C'est un chômeur aujourd'hui. Adolphe Mosito n'est pas député. Adolphe Mosito n'a pas de fonction depuis plus de 11 ans aujourd'hui. C'est là la grande question qu'on se pose. Où est-ce qu'il tire tous ces argents? S'il faudrait cotiser $1 pour construire des beaux sièges qu'on voit dans les images. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur le secrétaire général, Nouvel Élan, c'est un parti des masses ou un parti des bureaux? Parce qu'on ne vous a jamais vu sur terrain mener des actions de grande envergure. Vous, secrétaire général, vous n'avez jamais tenu un meeting où vous avez récolté des masses et des gens sont venus au nom des Nouvel Élan. C'est quoi le problème? Déjà, tout récemment, nous étions, en tout cas, dans le Maïndomé, précisément à Kwamouth. À Kinshasa, il faut tester sa force aussi. Non, mais il faut commencer la capitale par là, parce que là où nous... Ça, c'est le thermomètre de tout. Je suis d'accord avec vous, mais il faut aussi noter que là où nous allons mener des actions, des activités, on ne voit aucun autre leader, on ne voit aucun autre parti politique. Tout récemment, je commence par là, on a été à Kwamouth, on a fait la voie routière, la voie la plus dangereuse actuellement, parce qu'on est en train de décapiter, d'égorger les paisibles passants, les citoyens là-bas. On a été, en tout cas, on nous a interdit de partout, mais il y avait quand même ces côtés téméraires de l'initiateur du Nouvel Élan, Adolphe Mosito, la détermination de nous qui l'accompagnons, et lui-même, ça nous a permis justement de faire la voie routière jusqu'à arriver à Kwamouth. Et on a apporté quand même un message de paix. Je crois que, j'ouvre juste une petite parenthèse pour dire que le jeudi prochain, je crois qu'il va animer un point de presse dans lequel il va essayer de donner les détails, ce qu'on a palpé, ce qu'on a vécu et les pistes de solutions qu'il propose. Mais qu'à cela ne tienne. C'est là où on reconnaît Nouvel Élan, il est dans des tribunes, dans des points de presse, mais pas des meetings de masse où on sent les gens venir vous écouter quand même. Puisque vous parlez des meetings de masse, la Mouka, actuellement, est composée des 2 partis politiques phares. La Mouka, en tant que plateforme politique de résistance. Il y a le Nouvel Élan et les CID. Que vous cherchez à tuer. Tuer la Mouka, je ne crois pas, parce que la Mouka... Il y a déjà une dissension, hein? Vous devez être clair par rapport à ça. À moins que vous ayez des informations que moi j'ignore jusque-là. Mosito ne parle pas le même langage avec Fayulu. Soyez courageux de le dire. Non, Mosito n'est pas... Mosito, c'est un politique. Martin Fayulu est un politique. Ce n'est que normal. Si jamais il arrivait à ne pas... à ce qu'ils ne s'entendent pas, qu'ils ne se mettent pas d'accord sur un point donné, ça peut arriver parce qu'on est en politique. Est-ce que ça valait la peine à cet instant? Non, mais ils sont ensemble. Adolphe Mosito est coordonnateur de la Mouka. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas, il ne peut pas y avoir, en tout cas, divergence en termes d'opinion, en termes de compréhension de choses. Donc, ils sont ensemble, mais la divergence, ça, c'est politique. Voilà. C'est même notre vie de tous les jours, c'est le quotidien des politiques que nous sommes. Revenons sur la mobilisation. Je l'ai dit, donc, en tant que la Mouka, lorsqu'on a mobilisé, par exemple, la marche pour... contre la machine, plutôt la loi électorale, vous avez vu, Nouvel Élan était bien représenté. Le dernier meeting de la Mouka au terrain Sainte-Thérèse, vous avez vu les couleurs de Nouvel Élan. Tout récemment, parce que vous voulez que Nouvel Élan organise des activités propres, on a été devant l'ambassade du Rwanda. On a été devant l'ambassade du Rwanda. Là, nous n'étions pas allés comme Nouvel Élan, comme membre de la Mouka, forcément, mais on a été comme Nouvel Élan à titre individuel. Vous avez vu la mobilisation. Donc, ça, c'est juste le cas qui montre que le Nouvel Élan est un parti politique de masse. Mais notre objectif n'était pas de défier les autres en l'air disant que voilà, nous sommes populaires. L'objectif pour nous était, premièrement, de s'assurer que nous sommes implantés sur toute l'étendue de la République. Deuxièmement, de permettre à ce que cette implantation nous serve de courroie de transmission. Parce qu'un parti politique n'a pas pour vocation de démontrer la mobilisation.
Un parti politique a pour vocation d'apporter des alternatives crédibles en termes de gouvernance. Qui aboutissent aussi. Hein. Qui aboutissent, justement. Mais pour que ça aboutisse, il faut qu'il y ait des canaux. Et les canaux, pour nous, ce sont les représentants de notre parti politique au niveau local, au niveau de la base. Et ça nous permet justement de faire passer la vision politique que nous avons, le programme, l'offre politique que nous avons, de manière à ce que, lors des élections, nous puissions nous fonder sur ça pour essayer de gagner la confiance de notre peuple en leur montrant que nous sommes différents des autres. Ceux qui gouvernent aujourd'hui ne pourront pas faire mieux que nous parce que, voilà, tel élément sur le plan sécuritaire, tel élément sur le plan économique, sur le plan de la gouvernance, sur le plan... Donc, c'est ça justement l'objectif d'un parti politique. La mobilisation vient avec, mais puisque les gens aiment bien parler de la mobilisation, je crois que maintenant, nous allons commencer la tournée. Parce que Adolphe Muzito, faut aussi noter qu'il ne s'est pas encore déplacé sur le plan politique en tant que personnalité, en tant que leader de Nouvel Élan. C'est ce qui étonne, hein? Ce week-end, c'est samedi, je vous informe déjà que Adolphe Muzito sera à Kenge. Nous allons commencer notre tournée, la tournée d'Adolphe Muzito, précisément dans la province du Kwango, mais nous allons commencer à Kenge. Je demanderai à ce que vous puissiez nous envoyer un caméraman de Bosolo. Comme ça, lorsqu'il va revenir, nous allons nous retrouver avec vous pour essayer d'évaluer si le Nouvel Élan est un parti de cadre ou un parti des masses. À Kinshasa, puisque vous en voulez, nous allons revenir. Moi, je veux très bientôt démarrer la tournée de 4 districts pour démontrer la force de Nouvel Élan, non pas seulement comme un parti de masse, mais un parti qui mobilise avec un message, avec un programme capable de faire changer les choses dans l'avenir. Monsieur le secrétaire général, le message est passé. Je crois que le président national de votre parti politique, Adolphe Muzito, a bien capté ce que vous avez dit. Et on verra le secrétaire général dans les accords politiques. Serait-il possible aujourd'hui que vous concluiez un accord avec le Fonds commun pour le Congo et aussi ensemble de Moïse Katumbi à l'approche des élections à venir? Ce qui est sûr, c'est que le Nouvel Élan travaille d'abord son offre politique. Nouvel Élan prépare son congrès. Juste après, c'est normal, nous allons nous ouvrir, hein, comme tous les autres partis politiques, au jeu d'alliances et accords pour voir avec qui nous pouvons aller ensemble aux élections selon que son programme et les nôtres cadres et puis voir quelles seront les chances des uns et des autres de manière à faire gagner le groupe. Mais pour essayer de voir actuellement ce qui se passe, ben, moi je dirais que nos amis d'ensemble, on sait voir clairement qu'ils sont à l'union dite sacrée. Les amis du FCC, ils sont, c'est vrai qu'ils ne sont plus là, mais nous considérons que ils ont été à la base de la situation que nous déplorons aujourd'hui. Nos amis d'ensemble, puisqu'ils sont avec... Situation dans laquelle Muzito aussi fait partie. Hein? Pas du tout. Parce que Muzito était Premier ministre à l'époque de Kabila. Non, Muzito était Premier ministre à l'époque de Kabila. Les gens aiment bien le dire, mais il faut clarifier les choses. Muzito n'était pas un débauché de Kabila. Muzito n'était pas un recrue de Kabila. Muzito était un membre d'un parti politique dont le patriarche Antoine Gizenga était le leader. Et lorsque ces leaders... le partage des gâteaux. Pas du tout, c'était un accord politique. Un accord politique entre les Palus et l'MP de l'époque avec M. Kabila. Et Muzito, comme membre de ces partis politiques, a fait preuve de ses capacités. La preuve, c'est que tout en étant, en tout cas, en ayant un régime, c'est-à-dire le régime Kabila, un régime dictatorial, Muzito a démontré qu'il était possible de cohabiter avec un dictateur, mais en apportant de preuves de bonne gouvernance, en apportant de preuves de la bonne gestion, de manière à faire changer le vécu de notre peuple. Et ça, on l'a vécu. Partout où on passe, la population ne cesse de chanter Muzito, Banda, Okenda, Dollar et Mata. Donc, c'est pour dire qu'il avait stabilisé la monnaie, il avait amélioré les conditions de salaire de fonctionnaires, même si c'était pas à la hauteur de ce qu'il souhaitait. Mais il n'a pas su ramener les budgets à 11 milliards comme l'a fait Samalou Kondé. Non, mais moi je crois que cette question, il ne faudrait pas la poser de cette manière-là. J'aurais aimé que votre question soit posée plutôt en termes de pourcentage, c'est-à-dire voir ce que représente
la montée du budget de Sama et l'accroissement du budget d'Adolphe Muzito. Mais Muzito n'a pas fait 11 milliards, vous êtes d'avis avec moi? Je suis d'accord que Muzito n'a pas fait 11 milliards. Mais la vraie question, c'est de savoir, Muzito est parti d'où pour s'arrêter à 3 milliards 600 millions et Sama Lukonde est parti d'où pour s'arrêter à 11 milliards. Est-ce que c'était impossible en son temps de réaliser 11 milliards, Muzito? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Muzito a fait 3 ans. Lorsqu'il arrive, il trouve un budget de 850 millions de dollars. Ça, c'est les départs. Donc, le point de départ, c'est 850 millions de dollars et il quitte en laissant 3 milliards 600 millions de dollars. Si vous faites la proportion, vous verrez que Muzito a multiplié le budget de 850 millions qu'il a trouvé justement par 4. Mais Sama Lukonde, lorsqu'il arrive, parce que d'abord, il faut noter que Matata Ponyo, il arrive, trouve un budget de 3 milliards 600 millions de dollars laissé par Adolphe Muzito. Il travaille pendant 5 ans. Il nous laisse avec un budget de 4 milliards 200 millions. Lorsque Sama Lukonde arrive, il trouve un budget de plus ou moins 4 milliards 500 millions. Aujourd'hui, en termes de prévision, encore faut dire que c'est en termes de prévision. Parce que lorsque je parle de 3 milliards 600 millions d'Adolphe Muzito, c'est en ressources propres. Le budget laissé par Adolphe Muzito. Mais Sama Lukonde, 11 milliards, c'est en termes de prévision. Donc, c'est pour vous dire que malgré c'est en prévision, mais il n'a pu multiplier que par D. Là où Muzito a trouvé 800 millions, a quadruplé, a multiplié par 4. Donc, si nous voyons en termes de proportion, les vrais économistes diront que avec Adolphe Muzito, il n'y a pas photo. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons aller de statistique en statistique, vous verrez aucun autre Premier ministre qui a pu réaliser les chiffres réalisés par Adolphe Muzito. Et ça, c'est prouvable. Vous pouvez aller à l'Institut, à l'INES, Institut National des Statistiques. Vous pouvez aller un peu partout, la Banque Centrale et autres. Vous verrez que les chiffres d'Adolphe Muzito parlent à sa place. Monsieur le secrétaire général Blanchard Mongomba, je ne sais pas vous poser cette question de manière indirecte, mais permettez-moi quand même de vous la poser. Aujourd'hui, le président de la République, Félix Tshisekedi, est en train de réussir sur quel point et d'échouer sur quel point? À votre humble avis. À mon humble avis, monsieur Tshilombo a la volonté. Je sais voir qu'il a la volonté de faire changer les choses, mais malheureusement, il ne parvient pas, il n'arrive pas parce que non seulement qu'il n'a pas la bénédiction de notre peuple, selon que son pouvoir ne tire pas son origine, en tout cas sur une légitimité voulue par notre peuple. Vous ne savez pas le prouver, hein? Moi, je posais une question aussi précise de me donner de preuves qui prouvent que le chef de l'État, comme vous venez de le dire tantôt, a la volonté. Sur quoi et où est-ce qu'il s'est senti tiré? Dans ses discours, par exemple, quand il dit que non, nous voulons un État de droit, nous voulons faire de la République démocratique du Congo l'Allemagne d'Afrique. Nous allons faire de milliardaires, de millionnaires, de jeunes, de milliardaires et millionnaires. Donc, il a des intentions, comme on dit, chapeler des bonnes intentions. Ça, nous lui reconnaissons. Mais en termes palpables, sur le plan réel, nous constatons que là où il dit qu'il faut un état de droit, on constate que les gens détournent l'argent, mais ces gens sont libérés aussi rapidement et ils sont mis à ses côtés. Ils bénéficient encore de mêmes avantages qu'ils ont bénéficié hier, encore qu'ils n'ont pas retourné, ils n'ont pas prouvé où s'est trouvé l'argent, par exemple, de 100 jours. On a vu ses collaborateurs autour de lui. C'est vrai, aujourd'hui, nous devons quand même saluer le procureur de la 4e rue pour avoir convoqué messieurs Videchimanga. Encore que cette affaire ou cette convocation puisse apporter de résultats ou de fruits escomptés, parce que généralement, on convoque comme ça et puis demain, on sent que l'affaire, on n'en parle plus et puis on tourne de page. Donc, c'est ça justement la difficulté de M. Tshilombo. Sur le plan économique, aujourd'hui, on nous parle du budget 11 milliards, on nous parle de réserve de change, tout ça, c'est bien beau pour les dire, mais regardez les paniers de la ménagère, regardez l'assiette de la maman qui prépare la cuisine, vous constaterez que ce n'est plus la même quantité.
Vous constatez le carburant, la difficulté que nous éprouvons un peu partout. C'est vrai, on va nous parler de l'Ukraine, de la guerre de l'Ukraine, c'est vrai. Mais qui vous empêche de exploiter le 80 000 hectares que nous avons ici pour exploiter? Il y a déjà un appel d'offres qui est lancé, M. Blanchard Bongomba. Dans moins d'une année, parce que dans moins d'une année, M. Tshilombo ne sera plus au pouvoir. C'est ça le problème. On a attendu ces appels d'offres pendant 4 ans de son pouvoir, mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Aujourd'hui qu'il est fin mandat, il est en train de partir, on veut nous faire gober les choses genre projet 145 territoires, appel d'offres. Tout ça, ce sont de l'heure. On veut nous flouer. Et heureusement que nous autres, on est bien aguerris. Mais notre peuple, nous n'allons pas aussi nous fatiguer de les sensibiliser pour comprendre que messieurs a échoué. Il n'a pas pu démontrer qu'il était aux côtés du Sphinx, Etienne Tshisekedi. Il a démontré que, voilà, donc le combat de Etienne Tshisekedi aujourd'hui n'est pas relayé tel que ça a été voulu. Et le peuple doit maintenant se préparer à donner une fois de plus la chance aux vrais fils du pays qui sont capables d'améliorer, de changer sa situation, de changer son vécu. Le propos tenu par Blanchard Bongomba, secrétaire général de Nouvel Élan, l'engage, mais la population congolaise a le droit de faire son choix judiciaire en 2023. S'il y a des choses qu'il faut booster vers l'avant, vous avez le droit de le faire. Merci de nous avoir suivis. Merci, Monsieur Blanchard Bongomba, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à la population de nous avoir suivis à travers le monde. Vous étiez à Paris, à Belgique, à Washington. Vous nous avez suivis au travers Bossolo Napolitique comme programme, Bossolo Télévision comme chaîne et entreprise d'Israël Mutombo Sambo. Merci.